Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Mag à l'Ouest sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour et bienvenue dans votre Mag à l'Ouest du 18 octobre 2023. Aujourd'hui, je vous propose de parler de cinéma particulièrement. On va retrouver Nausicaa et Camille qui se sont rendus au cinéma Gaumont-Pathé à la rencontre du réalisateur du film L'Abbé Pierre qui sortira en novembre. On parlera aussi en deuxième partie d'émission de tout ce qui est actualité cinéma et séries, streaming, etc. Il y a plein de nouveautés et de bonnes nouvelles pour les fans de Marvel et de Pirates des Caraïbes. On parlera aussi musique comme tous les jours. Je vous propose de découvrir un titre proposé par la Ferrarock, c'est un partenariat. Et aujourd'hui, on parle de l'album de Molécules. On parlera aussi météo, actu, sorties et ciné. Et puis on retrouvera Mathieu pour les infos locales. Et puis pour information, c'est votre dernier mag à l'ouest de la semaine, puisque pour le reste de cette semaine, on se consacre au West Park qui arrive très vite. Mais on en parlera un petit peu tout à l'heure en fin d'émission. Avant tout ça, on retrouve donc notre météo, puisque les foyers orageux sont de retour pour demain. Ce soir au Havre, attention, de très fortes rafales de vent sont attendues. Les températures vont être comprises entre 13 et 18 degrés. Pour cette fin de journée, notamment cette nuit, il va faire entre 15 et 10 degrés. Le vent sera tourné vers le sud. Il sera plutôt faible puisqu'il sera compris entre 20 et 25 km/h. Le ciel sera plutôt variable et il deviendra nuageux. Aucun risque de pluie n'est à prévoir. Jeudi au Havre, l'atmosphère sera instable. Les températures vont être comprises entre 15 et 18 degrés. Demain matin, par exemple, il va faire entre 15 et 11 degrés. Le vent sera toujours présent, toujours aussi faible, compris entre 20 et 25 km/h. Et il sera tourné vers le sud-est. Le ciel sera couvert et quelques averses faibles sont attendues. Le risque de pluie est assez haut, il est de 75%. Et l'indice UV sera faible, il sera de 1. Pour l'après-midi, un ciel nuageux avec possibilité de foyer orageux est attendue. Les averses seront inévitables avec un risque de pluie fixé à 90% et l'indice UV sera plutôt faible et il sera de 2. Pour demain soir, la température sera comprise entre 15 et 16 degrés. Le ressenti sera de 11. Le vent sera tourné vers le sud et le ciel se dégagera peu à peu avec tout de même une perspective d'un risque orageux. Des averses faibles et de plus en plus rares sont attendues pour la soirée de demain. Le risque de pluie est fixé à 50%. Et enfin, demain, dans la nuit, il fera environ 14 degrés avec un ressenti de 11. Le ciel sera plutôt nuageux avec de courtes éclaircies. La pluie ne sera pas de retour et le vent sera tout aussi régulé entre 20 et 30 km/h tourné vers le sud. La nouvelle ligne de tramway se concrétise et Mathieu, les premières images ont été révélées hier. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce mercredi 18 octobre. La salle était comble au pôle Simone Veil dans le quartier d'Anton au Havre pour la réunion de quartier qui s'est tenue ce lundi. Le maire Édouard Philippe a présenté les différents projets achevés ou en cours dans le quartier. Interrogé sur l'insécurité au rond-point au Havre, le maire Édouard Philippe ne conteste pas les difficultés vécues dans cette partie de la ville par les habitants. Quant à la propreté, le maire regrette les mauvaises habitudes prises par certains habitants depuis la grève des éboueurs en début d'année 2023. Les projets réalisés dans le quartier ont été évoqués en début de réunion. Dans le quartier d'Anton, les aménagements de la rue Raspail ont été achevés, tout comme le square Holker. L'auberge de jeunesse Jost a ouvert ses portes la semaine dernière. L'immeuble qui accueillera les services du département sera achevé fin 2024. Un projet est toujours en cours dans l'ancien gymnase Beauville, la Harvey Family, un programme immobilier constitué de logements, d'espaces sportifs et de coworking devrait y être créé.
Mardi 17 octobre a eu lieu la dernière réunion publique en visio sur la nouvelle ligne de tramway au Havre devant le groupe hospitalier Jacques Monod du Havre où au passage de la Brec à Harfleur on peine à imaginer une ligne de tramway traversant ces deux endroits stratégiques et tellement fréquentés par les automobilistes et pourtant ce sera bien le cas en 2027 et comme pour toutes les précédentes réunions, 2 vidéos ont été présentées au public sur ces 2 points stratégiques. Sur ces vidéos on peut voir comme l'indique le Havre Seine Métropole, un talus de 7 mètres de haut qui va être aménagé afin d'amener le tramway au même niveau que l'entrée des urgences de l'hôpital Jacques Monod. Concernant le cœur historique d'Harfleur et le passage de la Brec, la métropole explique que le rond-point Est sera remplacé par un parking relais de 130 places environ. Les circulations sont réorganisées et ont été dimensionnées pour faire face au flux de voitures, notamment en période de pointe. Le démarrage de l'extension du tramway est prévu pour 2027 et les vidéos sont désormais disponibles sur le site tramwaylehavremetro.fr. Du 20 au 29 octobre, la Transat Jacques Vabre aura lieu au Havre avec au programme tout un tas d'animations. De fait, les moyens de transport pour s'y rendre sont étoffés. En 2023, 190 concurrents prendront le large direction la Martinique et entre 500 000 et 600 000 visiteurs sont attendus. Pour ne pas encombrer les axes et jouer la carte de la décarbonation, des trains et des cars supplémentaires seront affrétés pendant la durée de l'événement. Ainsi, 5000 places de train et 2124 places de cars supplémentaires seront mises en place avec des départs de cars plus tardifs pour profiter des animations. Pour tous les usagers de ces modes de transport, un ticket vert sera remis sur présentation d'un ticket de transport. Celui-ci permettra de participer au tirage au sort organisé tous les soirs sur le village afin de gagner des cadeaux. Les transformations du square Holker achevées, la rue Raspail au Havre a été complètement repensée. Les aménagements entre la place Danton et le square Holker sont quasiment achevés. La place et le square sont reliés par la rue Raspail qui a été complètement végétalisée et la volonté était de créer une continuité écologique avec l'allée Aimé Césaire qui relie la place Danton et le cours de la République. La rue Raspail a ainsi été limitée aux véhicules à 20 km/h. Un marquage au sol invite les voitures à ralentir. Des places de stationnement ont été supprimées. Et la pergola de l'autre partie de la rue Raspail a été réaménagée pour permettre une nouvelle pratique sur cet endroit, la pratique du roller. Et enfin, après le gros succès de la brocante japonaise qui a eu lieu en juin dernier, cette manifestation revient à la Halle aux Poissons samedi 21 et dimanche 22 octobre. Habitué des brocantes parisiennes, l'ancien coureur Koji Fukushima exporte ses trésors depuis son local à Aumale dans plusieurs villes de France et notamment au Havre. Pour la 2e fois, l'occasion de dénicher des kimonos ou de chiner de jolis objets, tasses, théières, vases, poupées en bois, kokeshi, de quoi donner une inspiration tout droit venue du pays du soleil levant à votre intérieur. L'entrée est gratuite et la brocante aura lieu samedi de midi à 20h et dimanche de midi à 18h. Merci Mathieu. Une info locale maintenant avec un ramassage de déchets à la plage organisé ce week-end en la présence du skipper Alex Tréhin. C'est donc ce dimanche, l'antenne havraise de Project Rescue Ocean organise un ramassage de déchets dimanche 22 octobre de 10h à midi. L'association est représentée lors de la 16e édition de la Transat Jacques Vabre avec Axel Tréhin et Gwenaëlle Rioux. Elle lutte contre les déchets sauvages afin de réduire leur impact sur le milieu marin. Quoi de plus normal donc que les bénévoles de l'association et les volontaires se réunissent au skatepark pour le nettoyage de la plage du Havre et ses détritus, et ce en présence du skipper Alex Tréhin qui a lancé l'antenne bretonne de Project Rescue Ocean. Au Havre, ça se déroulera dimanche 22 octobre et c'est de 10h à midi sans inscription évidemment. Pour tout ce qui concerne les événements qui sont organisés ce week-end, je vous propose une visite de la bibliothèque Oscar Niemeyer, un spectacle humoristique et du théâtre qui vous attendent donc ce week-end au Havre. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. La bibliothèque Oscar Niemeyer vous livre tous ses secrets lors d'une visite organisée ce dimanche. À l'aide d'audio-guides, découvrez la bibliothèque de manière originale. Une visite guidée, accessible à tous pour déambuler dans les espaces et découvrir l'histoire des bibliothèques et du fabuleux bâtiment d'Oscar Niemeyer. C'est donc ce dimanche à 15h. Vous pouvez réserver en vous rendant sur le site bibliothèque avec un s.lehavre.fr.
Élodie Pou se produit au Havre ce week-end. Comment passe-t-on d'animatrice périscolaire à humoriste ? À cette question, Élodie Pou a voulu répondre de la plus belle des manières, avec un spectacle. De la cour de récré à la scène, Élodie nous raconte comment la scène a changé sa vie dans un stand-up énergique, mais toujours accompagné d'une ribambelle de personnages plus ou moins ravagés. C'est au Carré des Docks et c'est ce week-end. Le tarif est fixé entre 33 et 36 €. Vous pouvez vous inscrire au 02 32 92 52 52 et la billetterie est aussi en ligne disponible sur le site du Carré des Docks. Et enfin du théâtre avec Huguette et Gauthier. Huguette, retraitée, vit seule sans grande distraction jusqu'au jour où Gauthier, 35 ans, vient sonner à sa porte. De cette rencontre va naître une amitié réelle et une solidarité intergénérationnelle, d'autant que l'une et l'autre font partie du même corps professionnel, mais pas à la même époque. Ce spectacle, c'est vendredi 20 et samedi 21 à 20h20, dimanche 22 octobre à 17h et c'est au Poulailler 7 bis rue Général Sarail. Le tarif est de 5 €. Vous pouvez réserver au 02 35 43 32 10. Et puis, avant de pouvoir profiter du week-end, on va surtout profiter de la musique avec notre découverte Ferrarock. C'est l'album Re 201 de l'artiste Molécule. On découvre donc ce nouvel album et on se retrouve juste après pour parler cinéma avec L'Abbé Pierre, nouveau film qui sortira en novembre, et puis plein d'actu autour du cinéma et des sites de streaming. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Nouvel album Re 201 de Molécule, sorti le 6 octobre 2023 chez Millefeuille Records. Molécule est un musicien hors norme. Derrière cet alias énigmatique se cache Romain Delahaye Serafini, compositeur de musique électronique, producteur et DJ. Molécule est un aventurier, au sens propre comme au sens figuré, qui aime se confronter à des expériences et des territoires extraordinaires pour nourrir son imagination et en retirer une matière sonore et visuelle hors du commun.
Molécule a fait du field recording son passe-temps favori. Sculpteur de sons, chasseur de bruit en tout genre, Molécule parcourt régulièrement le globe pour tirer la substantifique moelle de sa musique. Molécule se distingue aussi par une volonté farouche d'utiliser les technologies les plus avancées en termes d'enregistrement et d'immersion, son et vidéo. Un objectif, pousser les limites de la création toujours plus loin. Il collabore étroitement avec Hervé Desjardins, responsable de la cellule de son spatialité de Radio France. Be mad. But I saw a movie. They asked me, what's your name? I say, Horsemouth. So. Be mad. I never believe in letting them die. So when you go on, you never die, my friend. Tell me. I tell you. Believe me, I won't tell you. You're going to sleep. Whenever you leave this earth, you're going to find yourself somewhere else.
Les projets innovants de Molécule ne perdent jamais de vue une application vivante et festive, un partage avec le public au travers de la danse. Il en résulte une musique puissante qui prend forme lors de performances fascinantes et émouvantes, frissons garantis. Direction les sites de streaming pour pouvoir consommer sans modération RE 201. L'album est déjà disponible partout et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de la ferrarock.org.
C'était le titre Joy de Molécule. Vous pouvez donc retrouver toutes les informations sur le site de Westrack. Et bien comme aujourd'hui c'est la dernière émission de la semaine, on ne pourra pas retrouver à nouveau l'artiste Molécule, mais je vous conseille d'aller directement sur tous les sites de streaming musicaux ou directement dans les bacs pour retrouver l'album et écouter son entièreté. On va parler maintenant cinéma, puisque le mercredi dans le Mag à l'Ouest, on parle toujours cinéma et grand écran, et une sortie est très attendue, c'est le film L'Abbé Pierre. Musica et Camille vont au cinéma. La semaine dernière, nous avons eu la chance que le Pâté Gaumont du Havre nous invite à voir en avant-première le film L'Abbé Pierre, une vie de combat de Frédéric Tellier. Quand quelqu'un arrive pour la première fois, les seules questions à lui poser sont: as-tu faim? As-tu sommeil? Veux-tu te laver? Porté par Benjamin Laverne dans le rôle d'Henri Grouès, dit l'Abbé Pierre, et Emmanuel Berco dans le rôle de Lucie Coutaz, le biopic nous emmène à la découverte de la vie extraordinaire de cet homme. Viens, on t'attendait. Mes amis, croyez-moi, je comprends votre désarroi. J'étais à vos côtés, au front, résistant contre l'envahisseur. Élevé dans le catholicisme, Henri Grouès grandit et est déterminé à devenir prêtre, mais la Seconde Guerre mondiale et sa santé vont l'en empêcher. Il entre alors dans la résistance et y voit l'horreur de la guerre. Sa rencontre avec sa compagne de vie, bien oubliée par l'histoire, lui fait prendre le nom de l'Abbé Pierre. Jusqu'à sa mort en 2007, il lutte pour aider les sans-abri et fonde notamment la communauté Emmaüs en 1949. Nous nous battons contre l'infamie. Contre la dictature. Ce que vous faites, c'est très bien, mais si vous êtes grillé, vous ne sauverez plus personne. Je vais bien vous aider. Merci, ma sœur. Vous allez devoir changer d'identité. Abbé Pierre, ça vous va? Mais nous allons laisser le réalisateur répondre à nos questions, parce que je pense que c'est lui qui en parle le mieux. C'est quoi la genèse du film? Pourquoi ce choix? C'est une bonne première question, mais c'est une réponse compliquée, parce qu'on ne sait jamais trop d'où vient une idée. Ce que je crois plus intéressant, c'est comment elle vit l'idée, comment elle se défend, parce que avoir des idées, c'est une bonne chose, mais ça fait pas un scénario ni un film. Donc c'est plutôt comment elle s'est... D'abord, comment elle est venue. Je pense qu'elle est venue par... d'un côté par amour, par sidération, par émerveillement de la vie de l'abbé, de l'abbé tout court. Dans un deuxième temps, par sidération de découverte de sa vie que personne ne connaît en fait, comme elle est révélée dans le film. Et puis parallèlement aussi par amour du cinéma, avoir envie de faire un film hyper fort sur un personnage qu'on croit connaître mais qu'on ne connaît pas, mais ce qu'on découvre, je crois, est encore mieux que ce qu'on pense savoir de lui. Voilà, en fait, tous ces amours-là en même temps font que ça commence à donner une idée où on se dit, tiens, faut que j'aille un peu plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? On a plein d'idées tout le temps, on regarde un peu, on lit 2-3 trucs, on dit, non, hop, évacuer. Celle-là, elle a tenu, et puis elle s'est mise en place après de manière dramaturgique aussi. Écrire un scénario, c'est très long. Ça doit répondre à quelques règles dramaturgiques. Le cinéma aime pas les gens à qui il n'arrive rien, par principe. Il faut qu'il y ait eu des obstacles, des échecs, des trahisons. En vrai, dans la vie de l'abbé, sa vie n'a jamais été tranquille. Au contraire, c'est vraiment une vie de super-héros sans super-pouvoir. Et quoique, finalement, il a quand même vachement de super-pouvoir, quoi. Oui, c'est vrai, c'est quand même un très gros travail de recherche. Ça prend combien de temps à peu près de faire des recherches, ou c'est assez aléatoire, ou ça dépend Moi, je fais des films que sur des histoires vraies. Je sais pas pourquoi, ça changera peut-être, mais j'ai des films. Le film que j'ai fait avant, Goliath, ça a été 5-6 ans de recherche parce que c'était un sujet très enfoui partout, que je ne connaissais pas, qui était pas très net, justement. C'est un film sur les pesticides, les lobbies de pesticides, donc tout était flouté de partout. Donc ça a été long pour s'approcher un peu d'une vérité. Là, quand même, j'avais accès à un monument de notre histoire, avec beaucoup de documentation, beaucoup de gens, beaucoup d'historiens qui le connaissent, qui le traitent, beaucoup de témoignages autour, donc beaucoup d'archives, énormément d'archives auxquelles j'ai eu accès, un accès illimité et inédit. Donc ça raccourcit quand même ce temps, et j'avais beaucoup de conseillers autour. Disons que là, l'écriture du scénario complète, c'est 3 ans et demi, incluant ça. C'est quoi justement les appréhensions ou les enjeux en tant que réalisateur quand on fait un biopic? Le premier stress, c'est... Enfin, moi, dans mon cas, le tout premier stress dont on a parlé avant, c'est attention, il y a peut-être pas grand-chose à révéler, quoi. En fait, l'icône est tellement écrasante.
enfin l'icône au sens de tout ce qu'il a fait aussi, quoi, du génie qu'il a eu, qu'il y a peut-être pas d'homme qu'on ne connaît pas derrière. Hein. Donc ça, c'est une première angoisse de scénariste qui se prolonge quand on commence à vraiment écrire le film et à se projeter comme réalisateur dedans. Et réalisateur, ensuite, une fois qu'on commence à mettre en scène dans sa tête, à préparer la mise en scène, je crois que la plus grosse angoisse, c'est le stress que l'icône écrase un peu tout ça, justement. Moi, on a essayé de pas être trop hagiographique quand on a écrit, quand on a tourné le film, de pas trop être respectueux, aveuglé par la légende, donc de toujours aller chercher ce qu'on voulait raconter nous, c'est-à-dire les moteur humain de l'homme derrière, quoi. Donc c'est le plus gros stress, c'est celui-ci, parce qu'en plus on se dit donc si on traite l'homme derrière, peut-être que ceux qui vont venir le voir parce qu'ils pensent voilà, ça c'est un combat un peu permanent, quoi. C'est un peu une peur de déformer la réalité aussi, ou de pas assez en dire, ou de pas réussir à... Ouais, non, j'avais pas trop cette crainte, d'autant que j'avais la Fondation Abbé Pierre qui était très complice de toute la production du film, toute la fabrication du film, qui m'encourageait tout le temps, sont vraiment des rockers à la Fondation. Ils me disaient tout le temps, sois pas trop, t'inquiète pas pour l'abbé, sois pas trop respectueux. Il aurait aimé, de toute manière, que tu sois un peu irrévérencieux, que tu sois un peu comme ça. T'inquiète pas, vas-y. C'était un rigolard, il aimait bien ça. Vas-y, il aurait aimé ça. Donc non, ça allait. C'était plus effectivement un travail d'équilibre en fait entre dire vous avez envie qu'on vous parle de l'abbé. Nous, on va vous en parler d'une façon que vous connaissez pas, mais vous allez voir, c'est complètement dingue ce qu'on va vous révéler. Ok. Et pourquoi commencer justement le biopic ou le film par l'abbé Pierre qui justement qui part de la communauté des Capucins? D'abord, raconter 75 ans de la vie de l'abbé Pierre en 2h15, c'est quand même un pari assez audacieux, quoi. Et quand je dis 75 ans de la vie de l'abbé, j'aurais pu dire un siècle de notre propre histoire à travers son regard ou sa présence, sa vie, ou l'inverse, peut-être un siècle de sa vie à travers notre histoire. Donc il faut faire des choix les plus efficaces possibles par rapport à l'histoire, au récit même. Ça a été écrit, j'ai une version de scénario où j'avais son enfance à Lyon, et puis finalement j'ai raccourci ça pour attaquer vraiment au moment où il y a eu la première bascule sur sa vie, c'est-à-dire qu'il était fils d'une petite bourgeoisie bien méritée quand on connaît leur histoire lyonnaise. Et puis à 19 ans, il a décidé de se consacrer entièrement à l'idée d'aller chez les Capucins, donc de se dessaisir de son héritage qu'il n'avait pas encore, s'il avait à peine 19 ans, et de rentrer dans l'ordre des Capucins, qui est un ordre très rigoureux, très dur dans le monde ecclésiastique. Et voilà, en fait, on attaque là la première bascule, avec les premiers doutes qui apparaissent chez lui, parce qu'il était pas forcément en doute d'ailleurs, mais en questionnement tout le temps. Donc on voit que dès le début, en fait, pour être prêtre, il faut faire 8 ans de noviciat, donc on le voit au bout de la 7e année, le film ouvre, quand on le découvre, il est à la 7e année du noviciat, et voilà, il commence à être habité par des doutes sur l'humanité, sur quel est le sens de la vie, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il aimerait être, voilà, il y a à la fois de son énergie et à la fois de son mal-être qui commence à percer un peu la carapace, quoi. Vous parlez de choix et de vous être beaucoup basé sur des archives, et en fait, il y a quand même pas mal de vidéos d'archives dans le film, et je voulais savoir en fait pourquoi ce choix, pourquoi ne pas mettre des vidéos d'archives de l'abbé en fait justement, et plutôt mettre justement des images d'archives d'après-guerre, des images d'archives. D'ailleurs aussi une autre question, est-ce que les personnes SDF sans abri à la fin du film, est-ce que ce sont des acteurs ou des images d'archives en fait? Parce que en fait quand je parle d'archives dans la recherche que j'ai fait, j'ai vraiment eu accès aux archives de l'abbé, c'est-à-dire par exemple on découvre qu'il a un grand copain d'enfance, François Garbi, qu'on voit au début du film, qui va le suivre entre guillemets toute sa vie. Moi j'ai eu accès à la correspondance entre deux. On va découvrir la présence de Lucie Coutaz, qui est sa grande compagne de vie, c'est une des grandes découvertes dans le film, et qui l'a suivi pendant 40 ans. Moi j'ai eu accès à des petits films Super 8 que l'abbé, elle détestait être filmée, donc lui s'amusait à la filmer, on la voit un peu pester sur l'abbé qui la filme. Voilà, c'est ce genre d'archives en fait. Il avait préparé son départ pour les grandes vacances, comme il disait, et il a cédé toutes ses archives, toute sa correspondance, toutes ses photos. Il faisait beaucoup de photos de ses petits films, ses mémoires, ses carnets intimes. Il a tout cédé aux archives nationales du Monde du Travail à Roubaix. Il a choisi le Monde du Travail, il aurait pu choisir d'autres archives. Donc moi, j'ai eu un accès quasiment illimité là-bas. C'est pour ça que j'y suis allé travailler avec une journaliste en particulier et quelques autres qui m'ont aidé à trier, à réordonner tout ça pour créer un lien dématérialisé que les acteurs pouvaient consulter année par année pour
pour se repérer un peu sur la timeline, comme on dit, la ligne chronologique. Mais c'est vrai que dans le film, j'utilise des images d'archives qui ne sont pas celles de l'abbé, qui sont des images d'archives de l'actualité en fait. Parce que je crois que j'ai mis ça à peu près dans tous mes films. C'est vraiment un truc d'abord qui me saisit. Moi, ça me saisit toujours les images qui ont été faites à l'époque. Quand on parle moi, comme je fais des histoires vraies, je parle souvent d'époque. Et je trouve qu'il y a un moment, ce que j'aime faire, c'est plonger le spectateur, que ce soit une proposition immersive en fait. Quand on adhère au récit, de se prendre ces images-là dans le cœur, dans l'âme, ça nous colle définitivement à ce qui se passe, quoi. On peut plus s'en échapper parce que c'est comme si on nous tamponnait en nous disant et tout ça s'est passé comme ça en vrai. Donc c'est ça que j'ai aimé, et puis je trouvais que son histoire faisait partie de cette grande histoire, donc il fallait que je les entremêle les deux. Ça, c'était la première question. Et la deuxième, c'était... alors du coup, on révèle un peu le film, mais pas complètement, parce qu'il y a une autre fin dans cette fin. Mais enfin, il y a un moment, en tous les cas, on va dire qu'il y a des images de gens dans la rue. J'aurais pas aimé, et même j'allais vous dire, je me serais pas aimé si j'avais fait un portrait de l'abbé qui raconte la légende et qui s'arrête quand il est parti. D'abord, ça m'aurait un peu frustré, et j'aurais pas eu l'impression d'aller au bout du boulot, quoi. Donc j'avais envie d'avoir comme un petit éclat de miroir là quand il y a du soleil, petit éclat sur et maintenant en fait, parce qu'il est mort en 2007. Je me dis, les gens vont voir le film 2023-2024. Un film, c'est pour la postérité, on va le voir très très longtemps, pendant très longtemps. Donc j'avais envie qu'il y ait une petite proposition de pas finir le film sur voilà, c'était un homme épatant, il s'est passé plein de choses bien, d'autres moins bien, et voilà, on peut rentrer chez nous, on est peinard. En fait là non, la fin elle nous laisse pas peinard du tout. J'ai vu le film souvent avec des vrais compagnons, on a fini par faire la fête, écouter de la musique, mais c'est pas fini l'histoire de l'abbé en fait, elle nous appartient. C'était un moyen de nous engager à ça, à pas refermer un bouquin et puis le mettre sur l'étagère, quoi. En fait, il est là, on est là, tout le monde est là, et ça continue. Après, difficile d'en dire un peu plus parce que il faut voir le film. Mais pour répondre aussi précisément à votre question, ce sont des vraies personnes que j'ai filmées, ce sont pas des acteurs. J'ai filmé avec plusieurs techniques parce que c'est compliqué d'aller filmer des gens qui sont vraiment à la rue. Le film le dit, il y a 350 000 personnes vraiment en condition de détresse à la rue en France, 800 millions dans le monde. Le chiffre, moi, me fait rien que le dire, j'ai froid dans le dos. J'avais envie de parler de ces gens-là parce que moi, je suis toujours bouleversé par la beauté de la vie. Je me dis, ces gens-là sont été des petits bébés à un moment, d'un papa, d'une maman. Cut, on les retrouve 30 ans plus tard. Ils sont dans une situation de détresse terrible à la rue. Donc voilà, j'avais envie de pas tricher là-dessus, d'aller filmer des vraies personnes. C'est technique pour être respectueux des gens, donc ça nous a pris du temps. C'est une petite séquence assez courte, mais qui a pris beaucoup de jours de préparation, d'attention à ces gens-là et de tournage, quoi. Finalement, c'est une guerre moderne qui continue, en fait, et qui est toujours d'actualité un peu. En fait, je crois que de manière philosophique et aussi de manière très basique, ça fait partie des combats qui ne s'arrêtent jamais, qui ne seront jamais gagnés, mais qui ne s'arrêtent jamais, comme la vie en fait, quoi. On est en vie, on sait que ça s'arrête, mais faut quand même vivre comme si ça s'arrêtait jamais. Là, c'est pareil, c'est un combat qu'il ne faut jamais lâcher, quoi. Et d'ailleurs, l'abbé l'a fait de manière solaire aussi, il le dit à la fin du film, on n'est pas obligé d'être accablé. J'aimais bien un philosophe, j'avais lu un philosophe qui disait ça, de ne jamais sortir de l'humanité en fait. Il ne faut jamais sortir de l'humanité. Je pense que c'est ça que dit le film et que disait l'abbé, quoi. Va pour Abbé Pierre. J'étais à vos côtés, sur les bancs de l'Assemblée. Les malheureux souffrent et regardent vers vous, et vous ne faites rien. J'étais à vos côtés, dans la rue et le froid. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée sur le trottoir en plein Paris. Elle serrait sur elle le papier par lequel on l'avait expulsée. On m'a appelé la voix des sans-voix. On m'a célébré, on m'a applaudi. On m'a contesté. On m'a trahi. 1 milliard pour le logement d'urgence, c'était encore trop pour vous et vos amis parlementaires. Vous pouvez donc retrouver l'Abbé Pierre au cinéma dès le 8 novembre 2023 et bien sûr, on vous conseille vivement d'y aller. Monica et Camille vont au cinéma.
Merci à Camille et Nausicaa pour cette belle découverte. Évidemment, on note tout de suite dans notre agenda la sortie de ce film. Et puis, si jamais vous êtes impatient de le découvrir, pas de panique. On va parler en deuxième partie d'émission de plein de nouveaux films qui sortent cette semaine, qui sortent même aujourd'hui. Alors, pas d'inquiétude, vous aurez déjà pas mal de films à voir. Et puis, pour ceux qui préfèrent les séries ou les films directement sur les plateformes de streaming à consommer depuis son canapé à la maison, je vais vous en parler aussi dans un instant. Donc, on va avoir l'occasion d'avoir plein de choses à voir pour ce mois d'octobre. Avant, on se fait une petite pause musicale avec le titre Period. L'artiste, c'est Paradigm et on se retrouve juste après. Live from the D with a rhyme and elite state. Trying to compete is a complete waste. From the home of Chantonique's beat breaks and Lefty's cheesesteaks up. These days, man, all they want is the tofu, some Kanye dad shoes. They Roku in and feed the scroll. Here we go, it's so true. Hear the words of the yo dude who stop you out with Tim's while he's blasting cash rules. But everything around me is beautiful though. I wouldn't match to the grass, get the Cuban to glow. Manny and Petty when the cuticles grow. I'll take the kids deep sea fishing, tip a G off to the dude in the boat. In some boring Ralph Lauren and a pair of Carreras. Getting air on the early 90s era Polaris, arrogant. Cause when air it flares out from my larynx, it's apparent that comparing me to other MCs, that's like a bear and a ferret. Embarrassing really, my style Eric and Parrish. You more Paris than Britney, Dime bitch. 45 but live than I was in what I would call my prime 2008 or 09. I'm feeling myself and I'm afraid that at this rate I'll go blind. It's unavoidable the way I flow rhyme. Fucking period. Period. I kick a hole in the speaker, pull a plug, then I jet. Period. So I'ma give it to him. It's the return of the jerk in the dingo fur. Still tight as links when the lingo gets slurred. Because I mean every single word. They high potent, swallowed this whack rap shit. It hit me in my emotions. I awoke, visions of dime broke. I can't see it like the eyes of the blind folk. I don't tote, I breathe like bro. Still I can't pry vibe off of your feline flow. I'm synonymous with the D like I'm Sweetwater sauce. Rock and ride, fully automatics in the dramatics. Conies, buffs, barbecue chips, addicts and packets. The Shelter Drews, Mike D, the State, and Ed Babbitts. Yeah, I said it. What up though, Fast Eddie? Dash steady, shining armor, all and that's Freddy. In the Stormtrooper Durango, cranking some shimmy bango. Always see me dolo, but never far from the gang, bro. And they down to tangle, dance with your tango. Get that ass strangled, or bang, let that thing go. I'm just saying, bro, it don't matter what you catch me in. I'm on my fuck everybody like I was born Kardashian, period. Period. I kick a hole in the speaker, pull a plug, then I jet. Period. So I'ma give it to him. Period. I kick a hole in the speaker, pull a plug, then I jet. Period. So I'ma give it to him. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. C'était le titre Period et l'artiste s'appelle Paradigm. C'est un artiste qui nous vient de Détroit avec ce titre sorti en 2023. Nouvelle entrée en playlist sur Westrack. Il est enfin temps de parler actu, ciné et séries. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que je vais pouvoir vous partager. Des nouveaux films, des nouvelles séries aussi. Quelque chose qui va peut-être ravir les fans de Marvel et du MCU, et puis aussi les fans de Pirates des Caraïbes. On en parle tout de suite dans notre chronique ciné et séries. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Préparez-vous pour le grand retour de Martin Scorsese. Le légendaire cinéaste revient en octobre avec Killer of the Flower Moon, une fresque historique portée par DiCaprio et De Niro. C'est sorti en salle aujourd'hui, le 18 octobre. Killer of the Flower Moon révèle déjà une bande-annonce flamboyante et fiévreuse pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'aller voir le film. DiCaprio y apparaît plus torturé que jamais face à un De Niro absolument machiavélique. En attendant la sortie du long métrage, si vous n'avez pas l'occasion d'aller le voir aujourd'hui, je vous propose de faire un petit point sur les infos autour de cette œuvre qui s'annonce plutôt magistrale. 8 longues années, c'est le temps qu'il a fallu attendre pour voir un nouveau film de Martin Scorsese sur grand écran. Son dernier long métrage était sorti au cinéma en 2016 avec Silence, un drame poignant autour de la religion avec Andrew Garfield et Adam Driver. En 2019, Scorsese est revenu avec The Irishman, monumentale fresque explorant le parcours de Jimmy Hoffa, joué par Al Pacino, et Frank Sheeran, joué par De Niro. Produite par Netflix, l'œuvre n'était pas sortie en salle en France, elle a débarqué directement sur la plateforme de streaming. Sa nouvelle œuvre, Killers of the Flower Moon, a failli subir le même sort. Financé en partie par Apple Studios, le film a failli atterrir uniquement sur Apple TV. Fort heureusement, Paramount a pris les choses en main, distribuant le film dans les salles obscures. Inspiré d'événements réels et adapté de l'ouvrage du même nom de David Gran, publié en 2017, ce western de 3h26 met en lumière une part sombre, connue mais peu traitée et racontée de l'histoire américaine, la série de meurtres de la tribu native Osage en Oklahoma dans les années 1920. Cette communauté avait fait fortune grâce au pétrole présent sous ses terres, mais cette richesse faisait des envieux chez les Américains blancs. Ils ont, pour certains, comploté pour les voler leurs propriétés et leurs terres, mais aussi pour les tuer de manière impitoyable. Comment ? Par le biais de mariages d'intérêts entre des femmes amérindiennes et des profiteurs qui pourront ainsi se procurer les lucratifs head rights, des droits payés aux Amérindiens pour l'utilisation de leurs terres servant à l'exploitation du pétrole. En se lançant corps et âme dans la fabrication de son western, Martin Scorsese glisse une intention politique nette et met l'accent sur l'une des plus grandes injustices et conspirations criminelles de l'Amérique qui a pourri son cœur et son histoire. Plus en forme que jamais, celui qu'on nomme Marty a filmé sa fresque historique en avril et septembre 2021, un tournage fleuve de plus de 7 mois. À noter que Scorsese a notamment profité des confinements de 2020 pour développer le scénario du film, une période négative qui est parvenue à rendre bénéfique au niveau du travail et de la création. Léo a aussi fait une véritable déclaration d'amour à Marty avec laquelle il a désormais collaboré à cette reprise. Qu'est-ce que je peux dire ? A-t-il timidement débuté ? C'est quelqu'un qui est doté d'une grande persévérance. Il veut toujours avec férocité souligner la vérité, qu'elle soit laide, bizarre ou inconfortable. C'est là qu'est tout son art. Fin de citation. Le film sortira dans l'Hexagone aujourd'hui, il est sorti même, et il sera disponible quelques temps plus tard sur la plateforme Apple TV+. À noter que Killers of the Flowers a été projeté au Festival de Cannes en mai dernier. Un nouveau film Pirates des Caraïbes serait apparemment en préparation. Rappelez-vous, en 2017, 6 ans après Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, Johnny Depp reprenait son rôle de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar. Dans ce 5e opus, l'acteur affrontait un ennemi venu de son passé, le terrifiant capitaine Salazar, incarné par Javier Bardem. Si la scène post-générique et le joli succès au box-office de Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar laissaient présager une suite, le procès opposant Johnny Depp et son ex-femme Amber Heard et le comportement de l'acteur sur le tournage du dernier opus ont refroidi Disney. Le studio met donc le film en pause et prévoit plutôt des spin-offs, dont un film dérivé féminin porté par Margot Robbie.
Pourtant, au début du mois de septembre dernier, le scénariste Craig Mazin, qui a notamment réalisé les séries à succès Tchernobyl et The Last of Us, a annoncé avoir collaboré au scénario de Pirates des Caraïbes 6 aux côtés de Ted Elliott, déjà à l'œuvre sur les 4 premiers films de la franchise portés par Johnny Depp. Interrogé par le Los Angeles Times, Craig Mazin a déclaré que le scénario qu'il avait écrit était trop bizarre et qu'il pensait que le scénario allait le jeter. Pourtant, Disney l'a validé. Aucune information concernant un possible retour de Johnny Depp, déjà occupé par la réalisation de son film centré sur le peintre et sculpteur italien Amedeo Modigliani, n'a circulé. Interrogé à ce sujet par le New York Times, le président de Disney s'est contenté de répondre qu'aucun acteur n'avait encore été embauché. Néanmoins, lors de son procès contre Amber Heard, Johnny Depp avait confié s'être senti trahi par Disney et avait annoncé qu'il ne reprendrait pas son rôle. Il est important de noter qu'il existe à ce jour 2 projets de films sur l'univers Pirates des Caraïbes, le 6e opus de la saga, écrit par Ted Elliott et Craig Mazin, et un spin-off féminin annoncé depuis plusieurs années et censé être emmenée par Margot Robbie. Mais au mois de novembre 2022, la comédienne qui cartonne au cinéma avec Barbie déclarait que le projet était abandonné. Pourtant, quelques semaines plus tard, le producteur historique Jenny Bruckheimer affirmait à Variety que le projet avait simplement été mis de côté au profit de Pirates 6. Du remue-ménage aussi du côté série et streaming, déjà avec le tournage de la saison 5 de Stranger Things qui est de nouveau repoussé, et ce n'est pas pour déplaire à Millie Bobby Brown qui incarne donc le personnage de 11. Elle pense déjà à la suite de sa carrière et révèle qu'elle est impatiente de tourner la page. Que les fans de Stranger Things s'arment de patience puisque le tournage de la saison 5 ne commencera pas tant que la grève des acteurs se poursuivra et la situation est encore loin d'être réglée. La star de la série, Millie Bobby Brown, s'est confiée au magazine Glamour sur la fin du phénomène Netflix. Elle affirme avoir hâte que l'expérience Stranger Things touche à sa fin. Je cite, « Cette série prend énormément de temps à être tournée et cela m'empêche de créer des histoires qui me passionnent, explique-t-elle. J'ai hâte de dire merci et au revoir. » Cette déclaration fait déjà beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, mais le tournage d'une saison Stranger Things peut durer en moyenne 6 mois, un temps considérable qui ne permet pas aux acteurs de la série de s'engager sur d'autres projets, d'autant que Millie Bobby Brown est elle-même productrice. Elle a produit les 2 volets d'Enola Holmes, ainsi que son premier film, Damsel, toujours pour Netflix. Prochainement, elle sera à l'affiche du film The Electric State face à Chris Pratt, une histoire de science-fiction mise en scène par les frères Russo, réalisateurs d'Avengers Endgame. L'actrice n'est tout de même pas prête d'oublier Stranger Things, puisqu'elle accorde volontiers, elle admet que la série lui a donné les outils et les ressources nécessaires pour être une meilleure actrice. Elle dit qu'elle se sent prête tout de même à attendre la fin de la saison et notamment de la série. La saison de Stranger Things 1 à 4 est toujours disponible sur Netflix et puis pour la 5e saison, il faudra donc encore attendre. Et enfin, une info qui va peut-être ravir les fans de Marvel. Si vous avez manqué le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il est bientôt disponible sur la plateforme de streaming Disney+. Depuis le carton d'Avengers Endgame, les studios Marvel avaient du pain sur la planche pour convaincre les fans avec la phase 4 dans cet ensemble de films et séries sortis au cinéma et sur Disney+. Un long métrage s'est démarqué pour son côté horrifique qui sort du lot dans l'univers cinématographique Marvel. Les studios ont fait appel à Sam Raimi, connu pour sa trilogie Spider-Man avec Tobey Maguire, mais aussi pour sa maîtrise de l'horreur avec Evil Dead ou encore Jusqu'en Enfer. Il a remplacé au pied levé Scott Derrickson, le réalisateur du premier volet de Doctor Strange qui a quitté le navire en raison de différents créatifs avec Marvel. Doctor Strange 2, qui sont les Illuminati, ce nouveau groupe de héros Marvel, sortira donc prochainement. Et puis pour ce qui est de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, c'est donc disponible dès maintenant sur la plateforme Disney+. Et c'est la fin de ce Mag à l'Ouest du jour. Je vous remercie de votre écoute. Évidemment, c'est le dernier Mag à l'Ouest de la semaine, comme je vous l'ai dit en début d'émission, puisque cette semaine, nous nous consacrons au West Park qui aura lieu au Fort de Tourneville. Ça commence donc, ça a même commencé aujourd'hui pour les enfants. Ça commence demain avec une soirée spéciale avec Zola. Et puis nous serons donc en train de vous concocter un petit plateau spécial et plein de surprises. C'est vendredi à partir de 17h sur l'antenne de Westrack. Et n'hésitez pas à venir directement
directement sur place. Les billets sont toujours disponibles sur le site du Tetris et du Westpark. Je vous souhaite donc une excellente semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine. On se quitte évidemment en musique avec Bring the Fun Back to Me et c'est Punta Preta qui nous chante ce titre. To me.